Après 15 mois de bombardements incessants, l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur en janvier dernier constitue une lueur de soulagement pour les familles des otages israéliens et pour la population palestinienne victime de 15 mois de bombardements à Gaza. Bilan plus de 45 000 morts, sans compter les hommes, les femmes et les enfants encore enfouis sous les décombres, sans compter les victimes des conséquences de la guerre. Ce conflit, en tout cas, aura peut-être permis de tester la solidité des institutions internationales chargées de faire respecter justement le droit international. Fréquence Droit, en effet, a le plaisir de recevoir deux juristes éminents et hommes de dossier et de terrain. Patrick Baudouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Emmanuel Daoud, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, spécialiste en droit pénal international, inscrit au barreau de Paris depuis 1988. Vous êtes aussi inscrit auprès de la Cour pénale internationale. Merci d'avoir accepté l'invitation de Fréquence Droit. Je suis avec Boudjema Daman. Bonjour. Et ça me permet d'ailleurs de préciser que Patrick Baudouin, à mes côtés, a également été président de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. L'émission des sections 10e et 11e arrondissement de Paris de la Ligue des droits de l'homme. Cette émission est enregistrée le 4 février 2025 dans les studios de la Ligue de l'enseignement que nous remercions. Gaza, on ne peut évidemment manquer d'aborder l'aspect judiciaire et pénal de ce qui s'est passé le 7 octobre. Attaque du territoire israélien par le Hamas. Ces faits, c'est la question que je pose à mes deux interlocuteurs, constituent-ils des crimes de guerre en raison de leur caractère indiscriminé, tant lors de l'attaque terrestre que durant la pluie de roquettes qui l'a précédée? Patrick Baudouin. Je crois qu'au minimum, on peut parler de crimes de guerre, malgré toute la discussion que nous connaissons sur ce qu'est le Hamas, puisque vous savez que certaines raisonnent uniquement par rapport à la notion de terrorisme, en disant c'est une organisation terroriste, c'est du terrorisme. Pour nous, ce n'est pas l'analyse que nous en avons faite. Nous considérons que le Hamas, quoi qu'on en pense, est une organisation de milices armées dont on peut évidemment dénoncer les méthodes, et c'est le cas pour ce qui s'est passé le 7 octobre, événement d'une barbarie inouïe et d'une barbarie qu'il faut sans cesse condamner. Là-dessus, il n'y a pas à barguigner, il n'y a pas à discuter. Ce qui s'est passé est abominable. Alors, crime de guerre ou crime contre l'humanité ? Crime de guerre, certainement. Moi, je serais tenté de penser qu'effectivement, c'est un crime contre l'humanité. Pourquoi ? Parce que manifestement, c'est une opération qui a été savamment préparée. Ça ne s'est pas décidé du jour au lendemain, avec la volonté d'une attaque systématique, délibérée, en toute connaissance de cause, contre une population civile. Vous rappeliez tout à l'heure à juste titre que parmi les 1200 victimes, peut-être davantage d'ailleurs, il y a une majorité de civils. Donc je pense que sur le plan de la qualification juridique, on peut même retenir la notion de crime contre l'humanité. Je ne sais pas ce qu'en pense Emmanuel Daoud. Pour moi, il ne fait aucun doute que les faits commis, les crimes commis par le Hamas le 7 octobre doivent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Comme l'a rappelé mon confrère, ça a été organisé, préparé avec minutie, et l'on a ciblé de façon délibérée des civils, et des civils qui comprenaient des femmes et aussi des enfants. Et les populations qui ont été ciblées étaient pour leur très grande majorité ou quasi-unanimité des personnes qui étaient de confession juive. Les éléments sont rassemblés pour considérer que cette attaque généralisée, systématique, visant une population ciblée, est un crime contre l'humanité, et on ne peut pas entendre les oui mais que l'on a entendus au moment où il s'est agi de qualifier pour la première fois dans les premiers jours qui ont suivi le 7 octobre. Donc oui, c'est un crime contre l'humanité, en tout cas pour ce qui me concerne, j'en ai la conviction. S'agissant... Emmanuel Daoud, Patrick Baudouin, crime de guerre, crime contre l'humanité, quelle est la différence ?
Patrick Baudouin. La différence, c'est crime de guerre, si vous voulez, c'est une série de crimes, assez nombreux d'ailleurs, qui se trouvent définis notamment dans les conventions de Genève sur le droit de la guerre, si l'on peut dire. C'est toujours une expression qui me choque beaucoup, mais elle existe. C'est-à-dire les actes qui ne doivent pas être accomplis en cas de guerre. Alors ces actes vont justement des meurtres à l'encontre de populations civiles, des bombardements indiscriminés contre des bâtiments civils, des hôpitaux, des écoles, un mauvais traitement des prisonniers. Donc une multiplicité d'actes, mais qui constituent plutôt, si l'on peut dire, des infractions à titre un peu individuel. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des officiers supérieurs qui, par absence de contrôle de leurs troupes ou même volonté de ne pas les contrôler, les laissent faire des actes de cette nature. Mais il y a une nette différence de degré avec le crime contre l'humanité, puisque, comme ça vient d'être dit et par Emmanuel et par moi dans le propos précédent, le crime contre l'humanité, c'est vraiment, c'est beaucoup plus politique, si l'on peut dire. C'est-à-dire, c'est une décision qui va être prise d'une attaque systématique, massive, disproportionnée, en toute connaissance de cause de ce qui va se passer, généralisée, et qui va multiplier tous les actes que l'on peut trouver relevant des crimes de guerre. Donc, on est sur quelque chose, on va le dire, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu difficile à comprendre pour les opinions publiques. Nous le savons avec la difficulté d'expliquer parfois. On va dire, pour simplifier, que c'est beaucoup plus massif que le crime de guerre. Et on atteint donc un degré très très nettement supérieur dans la barbarie et la violation du droit international et même du droit de la guerre. Emmanuel Daoud, je reviens vers vous avec la question qu'on évoquait à l'instant, celle de la qualification de ce qui s'est passé après le 7 octobre, pendant 15 mois à Gaza. Alors j'ai saisi au nom de 3 ONG palestiniennes de droits humains la Cour pénale internationale d'une communication, c'est le terme technique, où nous visions les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, et ce y compris le crime de génocide, contre un certain nombre de responsables israéliens, à commencer par le premier d'entre eux, M. Benjamin Netanyahou, M. Yoav Gallant, et d'autres membres du cabinet de guerre. Et à l'époque où nous avions saisi la Cour pénale internationale, nous considérions d'ores et déjà qu'il y avait suffisamment d'éléments pour caractériser à la fois les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide. Parlons de ce dernier qui n'a pas été évoqué par toi, Patrick, puisque la question n'était pas posée. Nous considérions, et malheureusement, je dis bien malheureusement, la suite nous a donné raison d'une certaine façon, on verra bien ce que dira la Cour pénale internationale le moment venu, que le fait de bombarder de façon systématique tout le territoire gazaoui, de rendre la vie impossible sur cette bande de terre, le fait d'interdire l'arrivée de l'aide humanitaire, le fait d'affamer de façon délibérée la population gazaoui, le fait d'essentialiser l'autre et de le ramener à la condition animale, puisqu'il y a eu des déclarations en ce sens de ministres israéliens, et je rappelle, j'ouvre une parenthèse pour vos auditrices et vos auditeurs, que le vocabulaire qui avait été employé à l'époque était un vocabulaire qu'on avait déjà retrouvé dans la bouche des ministres extrémistes hutus pour justifier Au Rwanda, pour justifier l'exécution et l'extermination des Tutsis. On a retrouvé des phrases qui étaient identiques. Animaux humains. Bref, tout cela nous laissait à penser, malheureusement, et même si c'est vrai qu'Israël a si j'ose dire, une histoire, une symbolique particulière avec le crime de génocide et victimes de la Shoah pour les Juifs, tout cela nous laissait penser, malheureusement, qu'un crime de génocide était en train également de se commettre. Donc c'est peut-être heurtant, choquant d'entendre cela, mais je le dis de façon dépassionnée, comme juriste, on verra bien ce que diront les juridictions internationales, étant précisé que la Cour internationale de justice, qui n'est pas une cour pénale, a à 2 reprises saisi à l'initiative de l'Afrique du Sud, mais il y a eu 7 ou 8 États qui se sont joints à l'action, dit à 2 reprises qu'il y avait une présomption de commission à ce moment-là
du crime de génocide et que la Convention de Genève faisait l'obligation aux États de tout faire pour interdire que cela se poursuive, et à commencer évidemment par l'État d'Israël. Et enfin, et j'en ai terminé, le rapport d'Amnesty International qui a été publié il y a 2 mois, je crois, et qui documente de façon très précise, rigoureuse, factuelle, technique, c'est l'ensemble de ces faits et qui aboutit à la conclusion que le fait de déporter une partie de la population, le fait de l'affamer, le fait de lui rendre la vie impossible, et en visant directement l'ensemble de la population gazaoui, faisait qu'on pouvait penser que le crime de génocide avait été commis pendant ces 15 mois. Boudjé Madaman. C'est pourquoi l'accord de cessez-le-feu intervenu récemment a été un immense soulagement dans l'ensemble des opinions, et pas simplement des opinions publiques de la région. Mais il soulève également beaucoup d'inquiétudes. Pourriez-vous, alors je m'adresse d'abord à Patrick Beaudouin, expliciter exactement ces 3 phases que comprend ce cessez-le-feu pour arriver à un cessez-le-feu permanent? Quels sont les risques qui peuvent intervenir de rupture de cessez-le-feu ou d'interruption entre les phases 1, 2 ou 3? Et enfin, est-ce que ce cessez-le-feu représente des garanties que l'on pourrait qualifier des garanties de droit, ou est-ce encore une question de rapport de force? Patrick Beaudouin. Je vais répondre à votre question. Je voudrais juste un instant revenir sur la question du génocide, qui me paraît extrêmement importante. Dans les 3 catégories de crimes que nous évoquons, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, sont des attaques contre des populations civiles. C'est ce qu'il faut bien comprendre, ce sont des civils. Ce qui s'est passé depuis le 15 octobre, je ne vais pas être long, je veux juste dire, évidemment, c'est au minimum un crime contre l'humanité, évidemment, avec ce côté systématique de bombardement de toutes les infrastructures, d'attaques contre les populations civiles, de milliers, dizaines de milliers de morts, femmes, enfants, vieillards, et pas seulement, bien sûr, des combattants. C'était totalement indiscriminé. Est-ce que c'est un génocide ? J'ai beaucoup hésité à accepter cette idée, et pour les raisons qu'évoquait tout à l'heure Emmanuel. Ça dépasse un peu l'imagination de penser que ce peuple qui a subi ce qu'il a subi, le crime des crimes, le crime de génocide absolu et tellement monstrueux qu'était la Shoah, puisse être quelque part, tout au moins à travers ses dirigeants, car il ne s'agit pas de dire que c'est le peuple, mais ses dirigeants puissent être accusés de génocide. Néanmoins, je pense que tel est le cas, parce que le génocide, c'est la volonté de détruire en tout ou en partie un peuple, une population en raison de sa race, de sa religion, et on est quand même, j'y reviens pas, Emmanuel a bien défini les éléments qui tendent à penser que effectivement, on veut détruire en tout ou en partie ce peuple palestinien qui est à Gaza. Et les dernières déclarations qui ont été faites, j'entends qu'elles émanent principalement de M. Trump, ce qui ne surprendra personne, mais bien sûr reprises avec enthousiasme par Netanyahou et son gouvernement et ses ministres d'extrême droite, vont dans ce sens. Quand on dit qu'on doit les chasser de Gaza, qu'on doit faire table rase, et je crois que c'est quand même là quelque chose qui doit être mis principalement en exergue. Alors je réponds maintenant à la question que vous soulevez, qui est quand même l'espoir, il faut le dire, et dans ce monde tellement sombre, et surtout sur ce conflit, essayons de trouver une source d'optimisme. Alors c'est vrai qu'il y a eu cet accord avec les 3 phases qui sont prévues. La première, est actuellement en cours. On en voit les difficultés, mais enfin, cas un cas, elle avance. La deuxième reste encore incertaine, c'est-à-dire d'aller vers la libération de beaucoup plus d'otages et aussi la libération de milliers ou de centaines de prisonniers palestiniens supplémentaires. Et on voit toutes les réticences, tous les blocages qu'il y a et toutes les dissensions au sein du gouvernement israélien. Et je pense qu'on peut avoir beaucoup d'appréhension. L'optimisme, c'est que Trump, qui veut faire la loi partout et qui malheureusement pour l'instant en a quelques moyens, pousse à ce qu'on aille jusqu'au bout du processus parce qu'il a d'autres visées. D'abord le souci de protéger le peuple israélien certainement et aucune préoccupation humanitaire vis-à-vis des Palestiniens, mais au-delà, on sait qu'il veut le rapprochement avec l'Arabie saoudite, qu'il a certaines visées de rapprochement également, ce qui est assez mal vu par Netanyahou avec l'Iran.
Bon, c'est tout un jeu stratégique qui fait que peut-être on peut avancer sur la deuxième phase. La troisième, je reste beaucoup plus circonspect. Je crois qu'il y a en Israël malheureusement une telle manipulation de l'opinion publique, un tel contexte qu'il faut à la fois, comprendre et contester. Comprendre et contester. C'est vrai que pour les Israéliens qui vivent en Israël, le 7 octobre est un choc et un traumatisme inimaginable. Et ça, il faut le prendre en compte, je pense. Mais le résultat en est que cette population tellement traumatisée, elle est facilement manipulable. Et donc, le gouvernement qui n'a aucune morale, qui est d'une immoralité absolue, utilise ce traumatisme pour essayer de dresser le peuple israélien dans une volonté guerrière, dans une volonté de revanche, dans un cycle de violence qui inévitablement sera nuisible pour les deux peuples, palestiniens et israéliens, car on est en train, malheureusement je le crains, de créer des générations de terroristes chez les jeunes palestiniens à travers ce qu'ils sont en train de vivre depuis 15 mois. Donc c'est en plus contre-productif. Mais c'est ainsi. Alors dernière phase, je réponds à votre question peut-être très mal, mais je pense qu'il est difficile d'y répondre bien. Je reste circonspect, j'espère simplement qu'elle aboutira. Vous savez que la revendication et de la Ligue des droits de l'homme que j'ai présidée et de la FIDH depuis très longtemps, c'est deux peuples, palestiniens, israéliens, avec pour chacun des deux le droit absolu et qui ne peut pas être dérogeable, qu'on ne peut pas remettre en question, d'avoir un territoire sur lequel chacun des deux peuples peut vivre en paix, dans une paix juste, durable, et éventuellement sous contrôle international dans une première étape. Mais c'est réalisable. Maintenant, c'est aujourd'hui... compliqué. Ça paraît lointain et compliqué. On va y revenir dans le courant de cette émission. Dans un instant, nous allons parler de la Cisjordanie.